Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La cérémonie de la solitude à Thiais, près de Paris. 57 personnes dont les corps n'ont pas été réclamés ont été enterrées dans le quartier du cimetière réservé aux indigents. Jacques Chirac et Bertrand Delanoë assistaient aux obsèques. Le feu est sous contrôle depuis quelques heures dans le massif des Morts. Mobilisation des gendarmes, une cellule d'enquête a été créée pour retrouver les incendiaires et l'idée d'un plan criminel concerté n'est pas écartée. Depuis quelques minutes, on connaît les grandes orientations du budget 2004. Jean-Pierre Raffarin annonce une baisse de l'impôt sur le revenu de 3% et une augmentation de la prime pour l'emploi. C'est donc l'hypothèse maximum de baisse qui a été retenue. La nouvelle ardoise du Crédit Lyonnais, l'État et donc le contribuable va acquitter une indemnité record de 575 millions de dollars pour solder le rachat controversé d'une compagnie d'assurance américaine, Executive Life. C'était en 1993, il y a 10 ans. Premier retrait des soldats américains en Irak, une force multinationale commandée par la Pologne a pris le relais dans 5 provinces du sud du pays. George Bush va demander officiellement à l'ONU de jouer un plus grand rôle. Le changement de cap est donc confirmé. Enfin, le cannabis sur ordonnance. Depuis ce matin, les pharmacies des Pays-Bas la vendent en toute légalité pour soulager la douleur en cas de maladie grave. Nous verrons aussi quelles sont les réactions en France. D'abord donc l'hommage aux morts oubliés de la canicule. C'est l'un des enseignements de ce mois d'août que d'avoir révélé l'isolement, la solitude de nombreuses personnes âgées. Ce matin, il y avait 57 caveaux de pierre blanche à Thiais. Des élus, des personnalités religieuses, mais aussi quelques dizaines d'anonymes assistaient à la cérémonie. Laetitia Fouque, Jeff Wittenberg. Ils sont venus pour honorer ces inconnus, ceux qui sont morts dans l'indifférence. Des anonymes, solidaires. Je suis venu à titre individuel parce que je vis seul, je connais la solitude, je commence à la connaître de plus en plus et j'ai 61 ans, je suis à la retraite et quand on arrive à la retraite, on est abandonné de tout le monde, vous voyez. Si ça avait été ma grand-mère, je sais pas, j'aurais pas réagi comme réagissent les familles de ces personnes et je trouve qu'on est dans une société d'individualisme, et je trouve ça lamentable, quoi. Parmi eux, certains sont là pour rendre un dernier hommage à une connaissance. C'est une plaque pour un de mes collègues qui va être enterré là. Vous l'avez appris quand? Hier après-midi, par le Parisien. Et pourquoi vous êtes venu alors? Pour témoigner notre sympathie. Quelqu'un avec qui on a travaillé pendant 20 ans pratiquement. Un à un, les 57 noms des défunts esselés ont résonné dans les allées du cimetière, très loin des caméras. Une demi-heure de recueillement à laquelle le président Jacques Chirac a tenu à participer personnellement. C'est normal, c'est son rôle, c'est très très bien. Je pense qu'il n'avait pas sa place là, il n'a pas su être à l'écoute des gens au moment où il le fallait. En compagnie de Jean-François Mattei, de plusieurs représentants religieux et du milieu associatif, le président de la République et Bertrand Delanoë ont assisté aux premières inhumations. Ça a été une cérémonie digne, je trouve, et sobre pour accompagner ces personnes dans leur demeure, elles qui ont été toujours isolées et qui sont mortes dans la solitude. Il y a eu quelque chose qui a été fait pour elles. Ces 57 défunts ont donc rejoint le carré des indigents. Sur chacun des caveaux, la mairie a fait poser une plaque nominative pour que personne n'oublie qu'ils ont été parmi nous. Oui, qui sont ces morts sans famille? Quels sont ces visages de la solitude? C'est ce que nous avons tenté de savoir. Pour l'un d'entre eux, ou plutôt l'une d'entre elles, Georgette Delvar. Elle avait 83 ans. Reportage Vanessa Roux et Frédéric Faure. Parmi la liste des défunts non réclamés, Georgette Delvar, 83 ans. Son nom et sa date de naissance ont permis à ses généalogistes de la retrouver, tout simplement parce qu'en 55 ans, elle n'avait jamais déménagé. Nous avons retrouvé Georgette grâce à ce fichier-là, qui consiste, c'est une photo immeuble par immeuble de tout Paris en 1946. Et on a vu qu'elle vivait à l'époque avec sa mère et qu'elle n'avait pas de frères et sœurs. Georgette vivait ici avec sa fille dans le 11e arrondissement. Depuis quelques années, son diabète l'empêchait de sortir de chez elle. Je montais le courrier, je la voyais très rarement. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une dame gentille. Et puis voilà, quoi. Elle ne sortait pas de chez elle? Non, pratiquement pas. Au plus fort de la canicule, son aide ménagère la retrouve inanimée. Aussitôt, les secours interviennent, mais il est déjà trop tard. Elle était déjà malade. Puis le 12 août, elle a eu un malaise. Les pompiers, on les a appelés, ils sont venus la chercher. Et elle est décédée le jour même. Une dame discrète donc, recluse dans son appartement et qui choisissait bien ses confidents, son aide ménagère, son médecin et son pharmacien. C'est vraiment quelqu'un de vraiment très 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 gentil.
qui a eu certainement une vie très difficile, mais qui ne laissait jamais rien paraître. Quand je suis arrivé ici il y a 16 ans, elle partait faire ses courses avec son petit caddie, mais elle était toujours très agréable. Elle avait toujours ses petites recettes, ses petits machins, ses petits trucs. Elle avait toujours des petites préparations particulières qu'elle me demandait, que je lui faisais d'ailleurs. Une cérémonie religieuse aura lieu demain à l'église de son quartier. Georgette Delvar sera enterrée au cimetière de Thiers dans l'après-midi. Un mot encore à ce propos, ce chiffre donné aujourd'hui par la ministre de la Santé en Espagne, où il a fait très chaud aussi, la canicule a fait 112 morts pendant la première quinzaine d'août, un chiffre sous-estimé selon la presse. El País parle d'un millier de décès dans les 40 plus grandes villes, mais on est très loin en tout cas des plus de 11 000 morts recensés à ce jour en France pour la même période. Les incendies maintenant, première image, celle du camion calciné des 3 pompiers morts il y a 36 heures sur cette route départementale encerclée par les flammes. C'était près de Cogolin. Leur disparition est encore évidemment dans tous les esprits. Beaucoup de monde depuis ce matin pour leur rendre hommage à la Chapelle Ardente, à La Seyne-sur-Mer. Les obsèques seront célébrées demain. Beaucoup de colère aussi. On évoquait hier la question des incendiaires. Pour les rechercher, une cellule spéciale de la gendarmerie a été constituée et l'une des pistes envisagées, même si elle peut paraître insensée, est celle d'une action criminelle concertée sur plusieurs semaines. Amaury Guibert, Yvan Martinet, Paul Degenève. Le long du chemin, un bout de massif calciné. A priori, on avait une information comme quoi la mise à feu était partie de là, en bas. Ah, le départ, il est parti de là, je crois. Le dernier départ de feu, celui de dimanche dernier. Et pour les pompiers et les gardes forestiers, pas de doute, c'est un acte criminel. De la route des Crêtes, en fait. En plein dans le verre comme ça, vu la direction, vu le vent qu'il y avait, le type, il avait vraiment calculé de façon à ce que ça parte et que ça parte en plein dans le massif des morts, ça c'est sûr. C'est une piste privée qui est interdite à la circulation et donc cet été en plus elle a été interdite même aux piétons. Le périmètre est sécurisé pour permettre aux enquêteurs de rechercher des indices. Une nouvelle fois, tous les soupçons se portent sur des incendiaires qui auraient pris le massif des morts pour cible. Le 17 juillet, la forêt s'embrase autour de Vidauban. Nouveaux incendies le 28 au-dessus de Fréjus, puis le 21 août près de la gare de Fresnay et enfin le 31 août. Au total, 22 000 hectares partis en fumée et 7 morts. Derrière, y a-t-il l'action concertée d'un groupe d'incendiaires? Une cellule spéciale de la gendarmerie a été créée pour le déterminer, mais les pistes manquent. Sur les auteurs des feux, des grands feux de l'été, l'enquête continue toujours et on n'est pas encore à l'aune d'arrêter quelqu'un. Néanmoins, on a des renseignements, on a énormément d'actes techniques. Il s'agit sans doute d'un crime, mais difficile de trouver un mobile. La piste immobilière, une rumeur qui court à chaque incendie, ne semble pas crédible. En effet, un terrain inconstructible, ravagé par le feu, ne peut devenir constructible, sauf à modifier le plan d'occupation des sols, une procédure longue, complexe et très sévèrement contrôlée. J'ajoute que le Conseil général du Var a décidé de porter plainte contre X et de se constituer partie civile. C'est la commune de Lagarde-Fresnay qui a été la plus touchée. Sur place, Francis Mazoyer, Jean-Claude Duchesne. Des habitations détruites ou gravement endommagées, comme ici au Val de Gilly à Grimaud. Même le thermomètre n'a pas résisté. Il ne reste pas grand-chose de cette autre maison, à la Galine, à l'ouest de Cogolin. Autant de dégâts ont traumatisé la propriétaire. On est très fatigué, et puis déjà 2 nuits qu'on ne dort pas, et puis... je peux pas faire. Un ami agriculteur est venu la réconforter. L'émotion, la tristesse, cède vite la place à la colère. On en a marre de ces gens qui nous mettent le feu comme ça, qui n'ont qu'un but, c'est de brûler le Var, de brûler ce que vous venez de voir, des maisons, de mettre des vies humaines en danger, c'est scandaleux. C'est scandaleux, on en a ras le bol. Ce viticulteur a lui aussi été touché. 2 hectares de cette vigne ont été anéantis par un feu d'une rare violence. Voilà ce qu'il reste d'une grappe de raisin, à quelques jours des vendanges. Quand vous travaillez, disons, depuis le début de la vigne pour arriver à une base finale, une vigne qui a 7 ans, et voir ça, dans un sens, c'est une catastrophe, quoi. Le hameau de la Tour à Grimaud. Cette maison n'a subi que de légers dégâts. Elle a pu être sauvée. Car cet habitant est resté seul face à un mur de flammes, un maigre tuyau à la main. On a été en plein cœur du feu. Vous avez eu peur à ce moment-là? Peur. C'est pire que ça. On a été traumatisés. Fataliste, mais prévoyant,
ce riverain avait pris des photos de son jardin pour montrer aux experts que celui-ci était bien débroussaillé. C'est une belle photo. Belle photo avec évidemment toute cette zone qui est maintenant carbonisée, hein, qui est complètement carbonisée, qui reviendra certainement peut-être dans 5 ans, 10 ans. Pour certains habitants, c'est un miracle si leurs maisons ont été épargnées. D'autres ne doivent leur salut qu'aux pompiers et aux Canadair, anges gardiens de la sécurité civile. Et je vous le disais en titre, ce soir les informations sont plutôt encourageantes. Cet incendie qui ravage le massif depuis 3 jours est sous contrôle. Le dispositif va même être allégé. Alors il y a ceux qui ont été touchés directement, on les a entendus. Et puis il y a aussi les amoureux de la forêt, ils la connaissent bien. Ils sont bouleversés et écœurés. Nathalie Jourdan, Frédéric Serruli. La piste du Pic Martin, au-dessus de la gare de Fresnay, c'est son territoire. Un sol lunaire, je suis désolé, vous ne pouvez qu'avoir les tripes à l'envers, c'est tout. Étant chasseur, je suis entrepreneur de débroussaillage, une entreprise de débroussaillage, et je suis dans la forêt tous les jours, toute la semaine. Je sais les arbres qu'il faut couper ou ceux qu'il ne faut pas couper, ceux qu'il faut brûler ou pas brûler. Aujourd'hui, on n'a plus rien, un désastre. Son père était bûcheron, lui travaille et chasse dans les massifs. La forêt incendiée, c'est un peu son jardin qui part en fumée. Celui qui a fait ça, il est conscient, les 3 morts. Il est conscient de tout ça, les 3 morts? C'est un foiré là. Il y a eu Mistral dimanche, le vent est parti côté Mistral. Okay, aujourd'hui à Vent d'Est, il remonte Vent d'Est. D'accord? C'est pas le Belge qui est en vacances ou le Parisien qui est en vacances qui vient vous mettre le feu. Alors il y en a plein le cul de ça. Un pyromane? Pour Renaud, c'est sûr. Il n'y a pas d'autre thèse, surtout pas celle d'une rivalité entre chasseurs, un conflit de territoire. Il n'y a pas de conflit. Et jamais, à aucun moment, les chasseurs se sont dit casse-toi de là, je vais te mettre le feu. C'est pas vrai. Renaud était dans la colline lorsque le feu a démarré. Il a guidé les pompiers sur les sentiers. Comme les soldats du feu, le chasseur estime que les moyens de lutte sont insuffisants dans le Var. C'est vrai qu'hier, le président est venu à la gare de Fresnay. Ça nous a fait chaud au cœur, ça nous apporte quelque chose. Mais j'ai vu qu'en 3 quarts d'heure, voire 1 heure, il y a eu un déploiement d'effectifs impensable. Les chiens et tout. On ne peut pas faire pareil. On peut pas faire pareil pour protéger nos forêts, tout ça. Son vœu sera peut-être un jour exaucé. Ce qui est sûr, c'est que Renaud devra attendre longtemps avant que l'herbe redevienne verte. Oui, une phrase revient souvent, plus jamais ça. Le problème, c'est que cette même phrase avait déjà été clamée, répétée il y a une quinzaine d'années, en 89 et 90, lors des derniers grands incendies dans le département. Un plan avait alors été adopté. Avec quel suivi et quel impact? Jérôme Soulard. Des flammes, des cendres et du vent. Des centaines d'hectares de forêt brûlées sur le massif des Morts. L'image est récente, mais certainement pas inédite. Regardez. Provoqués à la fois par l'imprudence de certains et par une longue période de sécheresse, de terribles incendies ont ravagé les forêts de pins de la côte des Morts. En hâte, les habitants et les estivants ont dû évacuer les villages menacés. C'est l'été 1950, une vague de chaleur, son lot d'imprudence, et c'est la catastrophe. Insupportable. 3 gendarmes ont péri, victimes du devoir. L'émotion est à son comble. Les autorités mobilisent des moyens technologiques et humains très importants pour éradiquer les incendies, sans succès. En 56, 62, 79 et 90, chaque fois, le feu est plus grand, plus fort. Pour Serge Resvani, écrivain et amoureux de la région, le problème, c'est l'entretien qui fait défaut. Ces petits incendies de nettoyage pratiqués jadis, aujourd'hui interdits par l'État. Je suis pour que les pompiers soient très très bien équipés, mais je pense qu'on devrait faire les feux comme avant, en hiver. Quand le temps est humide, les propriétaires se réunissaient et on allumait des collines entières qui flambaient pendant la nuit parce que l'air était humide, il y avait un peu de pluie, et en hiver, en automne. Et donc on maîtrisait le feu, on choisissait le jour du feu. C'est pas le feu qui choisissait, le Mistral qui choisissait son jour. Mais en 1990, sur le massif, poussent encore ces broussailles qui empêcheront les pompiers de progresser. 28 000 hectares brûlés, 8 sapeurs-pompiers décédés. Cela devait être le dernier, mais depuis, les broussailles ont encore repoussé dans une forêt que personne n'exploite. Le résultat, le voilà. Qui osera dire que ça ne recommencera pas? Précision enfin à propos des feux en Haute-Corse et dans les Bouches-du-Rhône, et qui étaient déjà sous contrôle hier. Les pompiers s'emploient maintenant à éteindre les derniers foyers. Et si la forêt a autant brûlé cette année, c'est bien sûr en raison de la sécheresse et de la canicule. Météo France a livré son bilan. Il ne surprendra personne. La France a connu l'été le plus chaud depuis 50 ans au moins. Sophie Mézel. Une fournaise,
On savait la situation insupportable, mais à l'heure des bilans, on comprend un peu mieux pourquoi. Jamais la France depuis 1873, depuis qu'elle établit des relevés de température, n'avait connu une telle canicule. Le phénomène a été exceptionnel tant par sa durée, près de 3 mois, du début juin à la fin août, que par son ampleur. La quasi-intégralité de l'Hexagone s'est mise à suffoquer. Le plus éprouvant furent ces 10 jours, du 3 au 13 août, durant lesquels 15% des stations météorologiques françaises ont enregistré des températures supérieures à 40 degrés. Cela a été le cas notamment à Auxerre, 8 jours d'affilée. Mais le record absolu de cette période a été battu à Villefranche-de-Lauragais, dans la Haute-Garonne, avec 43,5 degrés. Mais ce qui a marqué cet été, c'est aussi le niveau exceptionnel des températures minimales. Record absolu à Paris, le 11 et 12 août, où il a fait en moyenne 25,5 degrés la nuit. À l'avenir, selon les projections des scientifiques, ces situations devraient se répéter de plus en plus souvent. Le réchauffement climatique est aujourd'hui un phénomène avéré. Économie, cette fois, ça y est, Jean-Pierre Raffarin a rendu ses arbitrages budgétaires. Il en fait part dans une interview à paraître demain dans le Figaro. Le Premier ministre a finalement opté pour une baisse d'impôt de 3%. C'est donc le haut de la fourchette qui a été retenu malgré les réticences d'une partie de la majorité. Nathalie Moisan. À la sortie du Conseil des ministres ce matin, Jean-Pierre Raffarin a préféré éluder la délicate question des baisses d'impôts. Mais la décision semblait bel et bien prise. Avez-vous rendu vos derniers arbitrages concernant le budget ou allez-vous les rendre dans les prochains jours? C'est fait. Dans une interview à paraître demain dans le Figaro, le Premier ministre l'annonce, les impôts diminueront l'an prochain. Nous avons choisi de maintenir le cap, dit-il, et de baisser l'impôt sur le revenu de 3%. En 2 ans, l'impôt sur le revenu aura été réduit de près de 10%. La prime pour l'emploi, destinée aux salariés qui ont les revenus les plus modestes, augmentera, elle, de 500 millions d'euros. Dans un contexte de polémique, alors que la France affiche le plus important déficit public en Europe, 4% du PIB, le gouvernement a donc choisi, ce sera un coup de pouce au pouvoir d'achat des ménages pour relancer la croissance. Alors, commentaire à chaud, Gérard Leclerc. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Beaucoup appelé le gouvernement à renoncer à une baisse importante des impôts. Le gouvernement qui est finalement resté sur ses positions. Il ne les a pas suivis, oui, c'est clairement le scénario optimiste, le scénario volontariste qui a été retenu. Donc d'abord avec l'hypothèse de croissance, 1,7%, c'est beaucoup quand on sait que pour l'instant on tourne autour de 0,5, 0,7 et qu'au deuxième trimestre on était en croissance négative. Et puis optimisme également pour les cadeaux fiscaux, donc 3% de baisse de l'impôt sur le revenu, c'est ce que demandait Jacques Chirac. Mais on sait que le ministère des Finances préférait qu'on en reste à environ 1%. Et puis au sein même de la majorité, des gens comme Jean Arthuis, comme François Bayrou, bien prêchaient la prudence, voire même demandaient de renoncer à cette baisse. Et puis, alors tout ça coûtera environ 2 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter au nom de la justice sociale 500 millions pour la prime pour l'emploi. Enfin, même optimisme sur la sécurité sociale, puisque le déficit serait simplement stabilisé sans augmentation de la CSG, un déficit qui est déjà abyssal, 10 milliards d'euros, mais les experts craignent 15 milliards l'an prochain. Et qui dit baisse d'impôt dit évidemment déficit supplémentaire. Voilà, et déficit d'aujourd'hui, c'est l'endettement de demain. On sait que dès cette année, le gouvernement a annoncé 4% de déficit, ce qui est largement au-delà de ce que Bruxelles autorise, 3%, et ça fait de la France le plus mauvais élève de l'Europe. Et à moins de coupes sombres dans le budget, avec les mesures annoncées, eh bien, ce déficit sera encore élevé l'an prochain. Pour le gouvernement, il s'agit d'anticiper les effets de la reprise qui se dessinent aux États-Unis, au Japon, et d'envoyer un message de confiance aux acteurs économiques. C'est un pari. En tout cas, les autorités de Bruxelles sont vigilantes et vous savez, la France risque même des pénalités financières maintenant à cause de ce déficit trop élevé. Merci Gérard. Oui, c'est un pari et on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Ces choix viennent d'être rendus publics. Les réactions, bien sûr, sont attendues dans les heures qui viennent. Autre actualité économique de cette journée, le scandale du Crédit Lyonnais qui se rappelle à nous. Il reste encore une facture à payer, une indemnité pour cause de rachat controversé, celui de la compagnie d'assurance américaine Executive Life. C'était il y a 10 ans, lorsque la banque appartenait à l'État. Montant de l'ardoise, 575 millions de dollars, quelques 4 milliards 600 millions de francs. Explication Peggy Leroy, Pauline Revenat. 20 milliards d'euros, c'est ce qu'a déjà coûté la faillite du Crédit Lyonnais à l'État français. Et ce n'est pas fini. Car hier, pour sauver Jean Peyrelevade, patron de la banque, d'un procès retentissant en Californie, la France s'est engagée à verser 550 millions d'euros aux États-Unis. Le Crédit Lyonnais est accusé d'avoir racheté illégalement la compagnie d'assurance américaine Executive Life, une opération juteuse réalisée en 1991. La compagnie d'assurance
en elle-même, plus le portefeuille, ont été rachetés, je crois, 3 milliards de dollars. Et rapidement, ça a valu, je ne sais pas, enfin il faudrait revérifier tous les chiffres, mais quelque chose comme 6 ou 7 milliards de dollars. Donc ça a été une excellente affaire. Une affaire excellente, mais illégale. À l'époque, une banque étrangère ne pouvait pas contrôler un assureur aux États-Unis. Le parquet californien réclame donc réparation à la France, c'est-à-dire aux contribuables. Et pour le député européen Thierry Jean-Pierre, le Crédit Lyonnais a déjà coûté trop cher aux Français. Par foyer fiscal, suivant le niveau de revenu, cela oscillait entre 3 000, nous étions en francs à l'époque, entre 3 000 et 30 000 francs par foyer français. C'est vous dire que la facture du Crédit Lyonnais commence à être particulièrement lourde pour les contribuables. D'autres hommes d'affaires comme François Pinault sont compromis dans ce dossier. Et ce feuilleton judiciaire franco-américain n'est pas terminé. D'autres procédures pourraient encore alourdir l'addition. Cette première judiciaire en matière de santé, il y a 4 ans, un enfant avait trouvé la mort dans un hôpital suite à une erreur de diagnostic à Paris. Eh bien, ses parents ont obtenu gain de cause. L'assistance publique des hôpitaux de Paris a été condamnée. Sophie Rodier, Alain Location. Cela faisait 4 ans que la mère du petit Olivier attendait cela. La reconnaissance des négligences graves qui ont conduit à la mort de son fils de 19 mois. Pour la première fois, l'assistance publique en tant qu'administration a été condamnée aux côtés des médecins, infirmières et aides-soignantes qui avaient pris en charge l'enfant. Une double victoire pour la famille. Il y a bien eu des fautes graves, ce n'est pas le fruit du hasard, il n'est pas décédé sans raison. Il fallait que ce soit dit. Les sanctions sont assez mesurées comme elles doivent l'être dans ces matières, donc c'est une décision qui me semble intelligente et tout à fait satisfaisante en ce qui me concerne. De 3 à 6 mois de prison avec sursis pour le personnel soignant, une amende de 10 000 € pour l'assistance publique. En 1998, le petit Olivier est admis à l'hôpital Trousseau pour une simple gastro-entérite. Pourtant, 3 jours plus tard, il décède de déshydratation. Une aide-soignante qui fait office d'infirmière, des médecins absents. À l'audience, l'assistance publique avait reconnu sa faute. La PHP, comme elle l'a indiqué lors du procès, assumera ses responsabilités aux côtés de ses personnels. Voilà ce que j'ai déclaré. En plus de sa condamnation, l'assistance publique s'engage à dédommager la mère de l'enfant. Tout ce qui a été réclamé par elle est pris en compte de façon intégrale. Et évidemment, ça ne répare pas la mort de son fils, mais en tant qu'institution, c'est ce que peut faire la PHP aujourd'hui. Une première judiciaire donc, qui ne restera sans doute pas une exception. D'ores et déjà, une plainte similaire a été déposée contre l'assistance publique. La Corse en bref avec ce nouvel attentat contre les forces de l'ordre. Le véhicule vide de 2 gendarmes a été détruit à l'explosif hier soir à Ghisonaccia dans l'est de l'île. Les 2 militaires qui revenaient de patrouille étaient en train de dîner au restaurant. Et puis on a appris il y a 2 heures que 15 nationalistes ont été renvoyés devant la cour d'assises de Paris après le double attentat d'Ajaccio en 99 contre la direction départementale de l'équipement et l'URSSAF. Et on en vient maintenant à cette nouvelle loi appliquée depuis ce matin aux Pays-Bas. Le cannabis est désormais vendu en pharmacie. Il est fourni sur ordonnance pour soulager la douleur de certains malades. Les fournisseurs sont agréés par l'État et la qualité garantie. Envoyés spéciaux Hervé Guéquière, Frédéric Bonnet. Du cannabis en pot dans une pharmacie. Nous sommes à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le produit peut être désormais vendu aux malades, mais pas à n'importe quelles conditions. C'est la première fois qu'on peut obtenir du cannabis dans une pharmacie au lieu d'un coffee shop. Maintenant c'est légal en Hollande, mais les gens auront besoin d'une ordonnance. De nombreuses vieilles personnes voudront un feu vert du médecin, car beaucoup pensent que ce produit est bon. En fait, le cannabis est conseillé pour calmer certaines douleurs, en cas par exemple de cancer, de sida ou de sclérose en plaques. Et déjà, quelques patients y sont favorables. C'est un bon produit. Maintenant que je peux, je vais en demander à mon médecin. Ma sœur prend de la morphine car elle a un cancer. Ce serait peut-être mieux si elle prenait du cannabis. Actuellement, Martin compte encore sur sa production, au fond du jardin à Amsterdam. Il souffre du sida et fume du cannabis depuis 6 ans. Je pense que ce sera mieux en pharmacie parce que la qualité sera meilleure.
Pour Martin, les vertus thérapeutiques du cannabis sont évidentes. Et quand je fume un joint, la douleur diminue vraiment. Seul problème, le prix. 45 € les 5 grammes. Le cannabis, s'il est de meilleure qualité, devrait coûter 2 fois plus cher dans les pharmacies que dans les coffee shops. Et personne ne parle d'un éventuel remboursement par la sécurité sociale néerlandaise. Oui, mais vu de France, bien sûr, cette nouvelle réglementation va très très loin. Alors qu'en pensent les médecins ou hommes politiques? Faut-il s'attendre à une évolution dans la même direction? Agnès Gardet, Stéphanie Lavoignon. Jérôme souffre d'une myopathie depuis l'adolescence. Foie détraqué, trouble de la vue. Il consomme pour soulager ses douleurs jusqu'à 100 grammes de cannabis par mois, en cigarettes et en infusion. Ça me permet de pouvoir bouger toute la journée, de me tenir debout et de faire tout ce que j'ai à faire, quoi. De ne pas avoir mal aux muscles, de pouvoir parler parce que j'ai les muscles détendus et tout. Une médecine illégale évidemment, et c'est bien ce qu'il regrette. En France, le cannabis ne fait plus partie des médicaments autorisés depuis 1953 et la loi de 1970 l'a hissé au rang de drogue, au même titre que l'héroïne et la cocaïne. Or, les vertus thérapeutiques du chanvre sont connues. C'est un produit qui permet de lutter efficacement, en tout cas dans certaines situations, contre les nausées et les vomissements que provoquent les chimiothérapies anticancéreuses. Et puis on s'est aussi rendu compte, ou on a redécouvert le fait qu'il avait des propriétés dans une maladie de l'œil qui s'appelle le glaucome. On s'est rendu compte que dans certaines maladies neurologiques, il permettait d'obtenir un certain nombre de résultats intéressants. Des effets bénéfiques que la communauté scientifique française n'a pas encore officiellement et unanimement reconnus. Alors, faute de preuves, les politiques restent prudents. Il ne faut a priori rien réfuter ni rien récuser. Si certains pays sont avancés, faisons aussi des études, regardons les choses. S'il est avéré que le cannabis peut, dans certaines maladies lourdes, graves, certaines pathologies, améliorer les traitements et peut-être soulager la douleur, pourquoi pas? Autoriser la consommation du cannabis thérapeutique constituerait une brèche. Voilà ce que le gouvernement actuel redoute, un glissement vers la dépénalisation du cannabis, quel qu'en soit l'usage. À l'étranger, d'abord le visage d'un homme qui veut s'opposer à George Bush. Le sénateur John Kerry, héros de la guerre du Vietnam, a officiellement lancé sa campagne pour l'investiture démocrate lors de la présidentielle de novembre 2004. Il y a du monde sur les rangs, 8 candidats à l'heure qu'il est. Et c'est un autre sénateur, Joe Lieberman, ancien colistier d'Al Gore en 2000, qui est pour l'instant le favori des sondages. Les Américains, dont les soldats vont commencer à se retirer d'Irak. À petite échelle, une force multinationale emmenée par un commandement polonais a pris la relève aujourd'hui dans 5 provinces du sud du pays. Le repos des GIs, envoyés spéciaux Stéphane Bretner, Philippe Jasselin. Le retour à la maison approche avec ses banderoles, ses confettis et ses embrassades. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Les Marines doivent encore plier bagarre. Dans le grand amphithéâtre, les soldats de 21 nations prennent officiellement la relève. Principal contingent, les 2500 Polonais. C'est à eux que revient le commandement de la force multinationale. Les boys peuvent enfin souffler. On est là déjà depuis 7 mois et ma famille me manque. Je pense que les Marines et les États-Unis ont fait leur boulot. C'est le moment de passer le flambeau. L'après-guerre, ça prend du temps, c'est dangereux et je pense que d'autres nations du monde devraient venir aider les Irakiens. C'est le temps des dernières photos. Eux ne s'embarrassent pas de considérations internationales. Quand ils poseront le pied aux États-Unis, lui embrassera sa famille, celui de devant filera en discothèque, elle s'occupera de son bébé, et le soldat du fond ira manger des pizzas. Le site historique de Babylone est déjà entre les mains des Polonais. Les Marines, eux, profitent d'une dernière visite, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Au Vietnam, les soldats sont bien restés des années. Moi, je suis prêt à prolonger. On est là pour trouver des armes chimiques et le pays est encore très dangereux. Après l'attentat de Najaf la semaine dernière, le commandement américain a décidé de maintenir une partie de ses troupes dans le sud de l'Irak. Pour quelques-uns, le retour au pays risque donc de prendre encore plusieurs semaines. Et puis on en a eu la confirmation tout à l'heure, les États-Unis vont présenter prochainement une nouvelle résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la force multinationale prenne plus de poids. C'est bien sûr la conséquence des difficultés rencontrées ces derniers mois. Washington, en revanche, indique qu'il souhaite garder l'entier contrôle des opérations. Au Proche-Orient, l'incertitude au plus haut niveau du côté de l'autorité palestinienne. La cohabitation entre le Premier ministre, Mahmoud Abbas, et Yasser Arafat est entrée dans une phase critique. Divergence sur la feuille de route et multiplication des coups bas. Charles Anderlin.
Contrairement aux apparences, cet immeuble abrite le Conseil de la fonction publique palestinienne. Et ces hommes ne sont pas des fonctionnaires dont l'outil de travail serait la Kalachnikov. Militants du Fatah, ils ont été envoyés ici sur les ordres de Yasser Arafat. Nous sommes là pour appliquer la décision de Monsieur le Président au sujet de la fonction publique. Et surtout maintenir à la tête des 70 000 fonctionnaires palestiniens cet homme, Mohamed Abou Sharia, un fidèle d'Arafat. Le Premier ministre, Mahmoud Abbas, voudrait le limoger pour mettre à sa place un de ses proches. Rien ne va plus entre les deux hommes et ce combat des chefs paralyse complètement l'autorité autonome. Arafat croit que Mahmoud Abbas veut se débarrasser de lui. Et Abbas croit qu'Arafat cherche à le neutraliser en le présentant comme un collaborateur d'Israël. Arafat bloque la plupart des réformes de l'administration et de la police prévues par son propre gouvernement. Ils sont tous deux responsables de cette crise qui porte gravement atteinte au peuple palestinien face à Israël. La seule solution serait qu'ils finissent par s'entendre et travaillent ensemble. 200 personnalités palestiniennes ont publié un appel à Arafat et à son Premier ministre pour qu'ils mettent un terme à leur querelle. Cela n'a pas calmé les esprits. Prochaine étape de ce duel, demain, Mahmoud Abbas doit faire le bilan de son action devant le Parlement palestinien. Et le débat s'annonce agité. Retour en France avec les suites de la rentrée scolaire et ce que les responsables syndicaux des enseignants ont appelé eux-mêmes un tour de chauffe. Manifestation devant les rectorats à Marseille, à Lyon, mais aussi à Besançon, au Mans, à Lille ou à Clermont-Ferrand. Il s'agissait notamment de dénoncer le manque de postes d'encadrement et de surveillance. Rappelons que les syndicats appellent à d'autres manifestations ou à des rassemblements mercredi prochain. Voilà qui nous amène à la politique avec une nomination qui fait des vagues. Celle de Charles Millon, nommé aujourd'hui en Conseil des ministres ambassadeur auprès de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La gauche accuse le gouvernement de nourrir des arrière-pensées. Il est vrai que le départ de Charles Millon va simplifier les choses pour la droite à Lyon. Jeff Wittenberg. Je me présente, Charles Millon. Bonjour. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un des ténors de la droite des années 80 et 90, ancien ministre de la Défense, qui devient aujourd'hui ambassadeur de France auprès de la FAO, la division de l'ONU chargée de l'agriculture et de l'alimentation. Mais Charles Millon, pour beaucoup de Français, c'est d'abord le premier grand leader à avoir accepté les voix du Front National pour conserver un siège de président de région. C'était en Rhône-Alpes, en 98, Charles Millon avait été mis au banc de la droite, une affaire retentissante qui laisse encore des cicatrices. Voir que M. Millon, après ce qu'il a fait en Rhône-Alpes, il n'est jamais revenu, il ne s'est jamais repenti, représente la France au niveau diplomatique, au sein de l'Organisation des Nations Unies, dans une grande institution prestigieuse, me paraît hautement condamnable. Au fil des mois, Charles Millon avait fini par revenir au bercail, ou presque. En 2002, il se réconciliait même avec Jacques Chirac. Il faut dire qu'il continuait d'être un acteur important sur la scène lyonnaise. Il n'excluait pas de s'y présenter à nouveau. Est-ce d'ailleurs un hasard? C'est le futur candidat de la droite à Lyon, Dominique Perben, qui révélait ce matin les nouvelles fonctions de Charles Millon. Je ne vois pas ce qui empêcherait que le président et le gouvernement le nomment ambassadeur auprès d'une organisation qui se préoccupe de questions qui ont toujours intéressé Charles Millon. Charles Millon, devenu ambassadeur, part à Rome et quitte la vie politique, ce qui semble arranger beaucoup de monde. Adopté également au Conseil des ministres un projet de loi pour promouvoir le développement du monde rural, mesures de protection des espaces agricoles et mesures fiscales pour promouvoir l'activité et pour favoriser par exemple la constitution de pôles de soins ou d'activités. C'est peut-être la fin des adieux romantiques sur les quais de gare. Pour décourager la fraude et éviter les accidents, la SNCF va en effet limiter l'accès de ces quais aux personnes munies de billets. L'expérience est pour l'instant limitée à certaines lignes. Charlotte Millet, Philippe Évêque. Montrer patte blanche pour aller sur les quais, c'est le système instauré depuis lundi à Lyon pour accéder à tous les TGV pour Paris. Avec, comme laissez-passer, un billet en bonne et due forme. Je regarde la destination, si le voyageur a le bon billet pour la bonne destination, si c'est la bonne heure. Sinon ? Et sinon... Je n'ai pas le droit de prendre mon train parce que je n'ai pas de billet. D'habitude on peut le prendre en haut, mais maintenant on ne peut plus. Et alors ? Je vais rater mon train. Enfin, ça c'est pour les cas extrêmes. Il y a toujours possibilité d'échanger ou d'acheter des billets en gare. Femmes enceintes, chargées et personnes âgées peuvent aussi être accompagnées par un proche sans ticket. Ça va très bien comme ça, c'est très bien. Moi je pense que c'est une bonne initiative. Pourquoi ?
pour empêcher les gens qui n'ont pas de billets de prendre les trains, quoi. C'est chiant. Pourquoi? Parce que c'est tous les jours, c'est 2 fois dans le train, c'est pour justifier les augmentations. Pour la SNCF, c'est pour améliorer l'accueil et ses recettes. Bien sûr, c'est aussi pour éviter la fraude. Sur l'axe Paris-Lyon, on l'estime environ 4-5%. Donc cette opération va nous aider à savoir exactement quel est le niveau de fraude. 24 personnes ont été embauchées spécialement à Lyon pour filtrer les 20 000 voyageurs par jour qui fréquentent la ligne. Si l'opération est rentable, elle pourrait être pérennisée. Pour l'heure, les intrus sur les quais n'ont qu'à bien se tenir. La SNCF veille à ce que chacun soit à sa place. Une victoire des associations de consommateurs contre les CD verrouillés pour éviter le piratage. Ces dispositifs les rendent parfois inaudibles sur certains supports, les autoradios par exemple, ou certains ordinateurs. Eh bien, la justice a estimé que dans ce cas, le CD devait être systématiquement remboursé. La télévision maintenant, la télévision et ses transformations. La mort du volumineux tube cathodique est pour bientôt. C'est la grande tendance au salon de l'électronique de Berlin. Le prix des écrans plats ne cesse de baisser. Elisabeth Esley, Didier Rancœur. En 50 ans, les téléviseurs ont perdu rondeur, complexité et beaucoup d'épaisseur. Les bons vieux appareils cathodiques n'ont pas dit leur dernier mot, mais la nouvelle génération s'impose à coups d'écrans de plus en plus plats et de moins en moins chers. Ils ont baissé en gros de 25% par trimestre depuis 1 an. Et cette tendance va continuer jusqu'à Noël pour atteindre des prix vraiment très intéressants à cette période-là. Ici, prix moyen pour un appareil 82 cm, 1 000 € en cathodique, 4 000 € pour un écran plasma, 6 000 € pour un écran cristaux liquide. La différence reste importante, les consommateurs sont très tentés, mais attendent encore un peu. Dès que ce sera aux alentours, je pense, des 1 500 €, c'est-à-dire les prix des gros téléviseurs cathodiques, là, ça deviendra plus avantageux d'avoir ce type de technologie plutôt qu'un tube cathodique. Ici, à Berlin, au salon de l'électronique grand public, c'est la bataille des nouvelles technologies. Écran plasma contre cristaux liquides LCD qui ont le vent en poupe. C'est ce procédé qui devrait se développer le plus rapidement dans les prochaines années. Le LCD va s'imposer car il a des avantages par rapport au plasma qui vieillit très vite. Le LCD, lui, vit 3 fois plus longtemps, il pèse moins lourd et consomme moins d'énergie. L'an passé, en Europe, il s'est vendu 5% d'écrans plats. Cette année, il devrait représenter 40% des ventes totales de téléviseurs. Une sinistre découverte des douanes néerlandaises à l'aéroport d'Amsterdam. Une valise remplie de 1500 à 2000 nez de babouins en provenance du Nigeria et destinée aux États-Unis, des organes auxquels on prête certaines vertus thérapeutiques. Romuald Bonan. C'est une odeur nauséabonde dans une valise qui a alerté les douaniers de l'aéroport. À l'intérieur, 30 kilos de marchandises. Près de 2000 nez de babouins que le propriétaire venu du Nigeria devait revendre aux États-Unis. Mais à l'escale, le trafiquant s'est volatilisé. Depuis que nous travaillons ici, nous n'avons jamais vu un tel trafic. Nous avons cherché à quoi pouvaient bien servir ces nez de babouins qui d'habitude ne sont jamais consommés. La seule hypothèse serait une utilisation pour des médecines traditionnelles. Les nez des babouins seraient en effet destinés à la fabrication de remèdes traditionnels pour des malades qui croient en leurs vertus supposées, tantôt thérapeutiques, tantôt aphrodisiaques. Pourtant, des conventions internationales réglementent sévèrement le commerce de ces animaux qui vivent en Afrique centrale. Des espèces dont certaines échoppes asiatiques ou africaines sont très friandes. L'importation d'un animal vivant ou même d'une partie d'un animal doit être soumise à une autorisation à la fois du pays exportateur et du pays importateur. En attendant de retrouver l'homme originaire de Lagos au Nigeria, la police hollandaise a fait détruire les nez des babouins. Les sciences encore en bref, fausse alerte pour l'astéroïde dont nous vous parlions hier. Tout risque de collision avec la Terre est finalement écarté. Les experts indiquent qu'ils se sont trompés dans leurs calculs. Cinéma, qu'est-ce qu'être juif? C'est le thème d'une comédie originale qui est sortie aujourd'hui sur les écrans. L'histoire d'une famille en quête d'identité, le tango des Rachevski, avec entre autres Hippolyte Girardot et Michel Jonas. Reportage Marie-Jo Jouan, Bernard Puissesseau. Vous savez ce que mamie aurait dit dans ces cas-là? Tango. Le tango, c'est tout ce qui reste aux Rachevski. Le tango que leur grand-mère juive préconisait comme une aspirine pour soulager les tensions.
En enterrant leur aïeul, la famille a déterré ses propres racines, car Rosa détestait la religion. Alors, qu'est-ce qu'être juif? Tu sais ce que c'est ton problème? C'est qu'en fait, tu te sens pas vraiment juive. Si, je me sens juive. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais exactement pour te sentir juive? Ah bah justement, il n'y a rien à faire, il faut juste le sentir. Alors c'est bon, moi je peux être juif. C'est pas vraiment les juifs de Kadosh, ni de la vérité si j'ai mort. C'est les juifs qui savent même pas vraiment ce que c'est d'être juif. Ou qui sont pas sûrs qu'ils sont juifs, ou qui sont un peu juifs, ou un peu plus juifs. Et ça dépend encore qui voit qui. Monsieur veut des renseignements sur la conversion. La conversion à quoi? Au judaïsme, je suppose. Judaïsme? Vous faites d'autres religions? Alors il y a ceux qui sont juifs ou ceux qui veulent le devenir, comme Hippolyte Girardot, Antoine, prêt à tout par amour pour une Rachevsky. C'est un gars plutôt rigolo, c'est un gars un peu... En même temps, c'est un gars un peu perdu, quoi, et qui d'un seul coup trouve son cheval de bataille, trouve sa bataille avec cette histoire. Si jamais vous divorcez, vous restez juif? Je compte pas divorcer. Personne ne compte divorcer, seulement les gens divorcent. Moi, je suis divorcé. Vous pouvez faire ça? Et même lorsque le fils Rachevsky épouse une musulmane, c'est encore sur un air de tango, léger, entraînant et tendre, comme cette comédie. Ça fait quelle impression d'être circoncis? Je te jure, ça fait mal d'être juif. Football, Zidane incertain pour le match de l'équipe de France contre Chypre samedi prochain en raison d'une blessure lors de cette rencontre entre le Real Madrid et le club de Villarreal, marqué par ce superbe but d'Anderson. Une belle reprise de volée contre le Real, score final 1 but partout. Et le meneur de jeu français, on va le voir après ce ralenti, c'est donc blessé à la jambe, une situation qui rappelle celle du Mondial 2002. Participation donc au match de samedi pour la qualification à l'Euro, incertaine pour Zidane. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. 20h55, un épisode de Louis Page. Le prêtre est recueilli par des gens du voyage. L'info sur France de 1h-5, dernier journal Laurence Piquet. 1h20, démo de minuit, Philippe Lefebvre. Dès 6h30, Télématin. Dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Pascal Lamy, le commissaire européen chargé du commerce, à quelques jours du sommet de l'OMC. On se quitte sur cette séquence James Bond. Une voiture amphibie, c'est un prototype britannique, 10 millions d'euros pour la fabriquer. Sur terre, elle peut rouler à 160 km/h, sur l'eau à 50 km/h, suffisamment puissant pour tirer quelqu'un en ski nautique. À demain.